Et nous avons donc une traduction instantanée. Vous voyez là en haut, 1 pour l'allemand, 2 pour l'anglais et 3 pour le français. Vous pouvez changer les chaînes sur votre espèce de petite chose qu'il y a devant vous là. Voilà. Vous avez aussi une biographie courte des intervenants qui sont aujourd'hui ici sur le polycopier qui vous a été donné, donc en français, en allemand et en anglais. Et voilà. Alors moi je m'appelle Martin Besnier, je suis jeune ambassadeur de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et donc je suis aussi ancien volontaire écologique franco-allemand. Et merci. Merci. Et c'est donc dans ce cadre-là que j'ai participé l'an dernier à la rédaction de l'appel de la jeunesse française et allemande aux responsables politiques, que vous avez aussi sûrement sur vos tables. Donc cet appel, il est né du projet e-participation. Donc ça, c'était le premier projet transfrontalier et bilingue de participation en ligne qui a été créé en Europe. Et il s'adressait spécifiquement donc à des adolescents et des jeunes adultes. Et au terme d'un concours vidéo et d'une consultation en ligne, donc ça a été, oui, ça a duré 10 mois, je crois à peu près. Donc ça a été initié par l'OFAGE et il y a près de 1000 jeunes de 13 à 30 ans qui ont pu participer, poster leurs contributions et ensuite voter en ligne pour les 95 propositions qui semblaient les plus pertinentes. Et donc ces 95 propositions, elles portent sur 9 thèmes majeurs que sont l'éducation, l'emploi, l'environnement, l'économie, la diversité culturelle, le chômage des jeunes, les médias, la famille et aussi justement ce qui nous intéresse aujourd'hui, la participation politique. Donc ces jeunes, ils ont souhaité aussi que porter ces 95 propositions auprès des responsables politiques. Et j'avais eu aussi l'honneur d'ailleurs de remettre l'appel de la jeunesse au ministre de la Jeunesse et des Affaires européennes, français et allemand, lors de la cérémonie des 50 ans de l'OFAGE. Voilà. Et donc le fil rouge de l'appel et de ces 95 propositions, c'est l'Europe, c'est notre avenir, si. Et pour vous donner un exemple concret d'une des propositions sur le thème de la participation politique, je vais vous lire une des propositions qui s'intitule « Pour une meilleure éducation politique de la population ». Donc c'est à la page 15. L'Europe, c'est notre avenir si une agence telle la Bundeszentrale für politische Bildung, donc l'agence fédérale pour l'éducation politique en Allemagne, qui a pour but d'informer la population sur la politique en apportant des explications sur des sujets complexes de façon à ce qu'ils soient compréhensibles par tous, est créée dans les autres pays d'Europe. Donc peu de gens en France et en Europe en général votent pour les élections européennes car ils ne sont pas assez informés. Les médias, eux aussi, devraient davantage nous informer sur le travail des députés européens. Donc voilà, ça c'était un exemple d'une des propositions qu'on peut retrouver dans l'appel. Et par ailleurs, je voulais aussi vous informer que l'OFAGE a dernièrement apporté son soutien au projet Vote et vous. Donc il s'agit en fait d'un outil de participation, d'éducation politique en ligne. Et avec cet outil, en fait, l'idée c'est de comparer les réponses données par des utilisateurs à 30 questions sur des thématiques politiques importantes. Et de les comparer avec la réponse qui a été donnée par les principaux partis politiques à ces mêmes questions dans le cadre de la campagne actuelle pour les élections européennes. Voilà. Alors on a voulu que cette table ronde soit la plus ouverte et participative possible. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à faire part de vos remarques à nos intervenants. Vous pouvez prendre la parole en appuyant sur le bouton micro. Voilà, on va également prendre des questions via Twitter, donc qui s'affichent qui vont s'afficher plus tard sur le mur derrière vous. Voilà. Alors par contre, on n'a pas trop de temps, donc on va essayer de faire en sorte que, je vous demande autant les participants que les intervenants d'être relativement concis dans vos prises de parole.
Voilà. Alors pour nos intervenants, donc, ils travaillent tous dans des structures mettant en place des dispositifs participatifs, des plus institutionnels aux plus informels ou innovants, en passant aussi par la participation au sein du milieu associatif. Et je vous prie d'ailleurs d'excuser Jan Peters qui devait venir, qui était membre des Jeunes Européens, qui ne pourra malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Voilà. Avant tout cela, je voulais qu'on commence par avoir le point de vue d'une universitaire. Donc il s'agit d'Anne Muxel, qui est directrice de recherche en sciences politiques au CEVIPOF. Et Anne, vous vous intéressez au comportement politique et notamment au rapport des jeunes à la politique dans un cadre national et comparatif au niveau européen. Alors justement, est-ce que vous observez-vous des disparités dans le rapport des jeunes à la politique au niveau européen et notamment entre jeunes français et jeunes allemands? Je réponds tout de suite. Oui. Merci. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir l'occasion de participer à ce moment d'échange avec une salle remplie de jeunes qui cherchent à réfléchir et à travailler à l'avenir de l'Europe et du point de vue de l'Europe politique et de l'engagement citoyen que cette Europe politique peut susciter et dont elle a grandement besoin, notamment à la veille de ces élections européennes. Alors, toute la jeunesse en Europe entretient un rapport à la politique qui est, somme toute, ambivalent. Moi, je fais partie des chercheurs qui refusent, mais aussi en s'appuyant bien évidemment sur les enquêtes que j'ai pu mener, refusent l'idée d'une dépolitisation de la jeunesse. La jeunesse, elle est politisée. La jeunesse, elle sait se faire entendre. La jeunesse, elle est intéressée par un certain nombre de sujets et de combats politiques. Simplement, la jeunesse, elle est politisée autrement. Et c'est comme ça qu'il faut être très attentif aux recompositions du rapport à la politique. Et juste pour aller vite, parce que j'imagine que vous ne m'avez pas donné trop de temps, il me semble que ce qui caractérise aujourd'hui la citoyenneté finalement des jeunes générations, eh bien, c'est un triptyque. Où s'articule à la fois une très grande posture de défiance à l'égard de la politique, à l'égard des institutions, à l'égard des institutions, des organisations politiques. Cette défiance, elle n'est pas forcément négative, hein, parce qu'elle, du coup, elle débouche aussi sur une exigence démocratique, hein, et donc ça, je crois que c'est salutaire, ça entretient justement une vitalité démocratique. Donc il y a cette défiance, il y a, deuxième pied du triptyque, un rapport au vote et au comportement électoral qui a profondément changé et qui est marqué aujourd'hui par l'intermittence du vote et donc de l'abstention, et donc un usage de l'abstention qui est aussi un usage qui n'est pas simplement un usage qui marque une indifférence vis-à-vis de la politique, un retrait des décisions collectives, mais qui peut aussi exprimer et porter dans un contexte justement de défiance un message politique, hein, pour dire ça ne nous convient pas ce que vous nous proposez. Et puis troisième pied du triptyque, et j'arrêterai là, une dimension protestataire. Je crois que aussi bien en Allemagne qu'en France, les jeunes se saisissent d'un certain nombre de moyens d'expression protestataire, les manifestations. Je regardais rapidement la dernière enquête de l'Eurobaromètre consacrée donc aux jeunes. En Allemagne comme en France, la manifestation est un outil d'expression politique qui est mobilisé par à peu près un tiers des jeunes qui ont répondu donc à cette enquête. Donc il y a des points communs. Je dirais juste pour finir que si ce cadre est commun à la jeunesse française et à la jeunesse allemande, il y a en revanche certaines spécificités. C'est-à-dire que les jeunes Français sont incontestablement beaucoup plus critiques
à l'égard, beaucoup plus critique encore à l'égard des institutions politiques et beaucoup plus distant des organisations politiques traditionnelles que sont les partis politiques ou les syndicats. Leur potentiel d'engagement, leur désir d'engagement dans ce type de structure est très très minoritaire, voire marginal. En revanche, ce que l'on note du côté allemand, eh bien, c'est quand même une confiance institutionnelle nettement plus élevée et une propension à s'engager dans ces structures classiques d'organisation donc politique que sont les partis ou les syndicats beaucoup plus manifeste. Donc là, je crois qu'il y a une grande différence et puis aussi une différence très importante qui est liée au contexte social et économique. La jeunesse française est confrontée à des difficultés tout à fait importantes en matière d'accès à l'emploi, d'accès à une autonomie économique résidentielle à laquelle, effectivement, auxquelles les jeunes Allemands sont davantage, je ne dis pas que ça n'existe pas en Allemagne, mais c'est quand même la question du chômage en Allemagne ne se pose pas de la même façon qu'elle se pose en France. Pardon, j'ai sûrement déjà été trop longue, mais voilà, pour cadrer un petit peu le débat. Très bien, merci beaucoup. Mathieu Kahn, vous êtes adjoint au maire de Strasbourg et trésorier de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. Et donc vous animez aussi notamment le conseil des jeunes de la ville de Strasbourg. Alors pouvez-vous nous présenter la forme que prend la participation des jeunes au sein d'un conseil municipal, d'un conseil des jeunes, pardon. Merci de votre invitation. D'abord, peut-être en tant que régional de l'étape, vous souhaitez la bienvenue à Strasbourg et j'espère que vous passerez 3 jours agréables dans notre ville. Alors, ce sera un peu long de vous résumer le fonctionnement d'un conseil des jeunes. Je vais peut-être juste être sur quelques principes qui nous guident, sachant que les conseils de jeunes ou d'enfants ne sont qu'un dispositif de participation parmi d'autres et que même si l'ANASEJ porte dans son nom la logique de conseil, nous souhaitons ne pas réduire la participation des jeunes aux logiques de conseil. Le premier principe, et je vais aller très très vite, c'est qu'on constate souvent qu'on fait beaucoup de choses dans les politiques publiques pour les jeunes. On en fait beaucoup plus rarement avec eux et encore plus rarement on les laisse faire par eux-mêmes. Et donc c'est une première logique qui nous guide quand on fait fonctionner notre dispositif de participation de conseil, c'est de dire il ne faut pas simplement faire pour les jeunes, il faut faire avec eux et leur donner les moyens de faire par eux-mêmes. Deuxième principe, qui est, et là je vais vous lire une phrase qui a été écrite lors du congrès de l'ANASEJ à Nevers en octobre 98 et qui résume un petit peu à la fois la philosophie de l'ANASEJ, mais aussi la philosophie dans laquelle nous nous inscrivons à Strasbourg, qui est de dire que la participation à la vie publique locale et régionale des enfants et des jeunes, citoyens d'Europe et du monde, est une exigence car elle est source de socialisation, d'échange, de paix et de solidarité. Et le manque de communication, voire le mépris, ne peut être que source de conflits et engendre souvent violence et racisme. C'est une deuxième chose qui est une conviction politique forte que portent un certain nombre d'élus. Alors, deux autres éléments encore. Je rebondis sur la logique de dépolitisation. Ce qui nous guide aussi dans nos dispositifs de participation, c'est que nous avons le sentiment, là je parle plutôt pour Strasbourg, qu'aujourd'hui il y a une défiance par rapport à tout ce qu'on pourrait qualifier d'idéologie globalisante. C'est-à-dire qu'on ne s'engage plus aujourd'hui au nom d'une idéologie globale, qu'elle soit politique ou associative, ce qui explique aussi peut-être le désamour à la fois avec les partis politiques, mais aussi une désaffection, je pense qu'on peut le dire, des grandes associations d'éducation populaire ou autres qui forgeaient pendant très longtemps l'engagement citoyen de la jeunesse. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes sont dépolitisés, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe autour d'eux, ça ne veut pas dire qu'ils ne portent pas de valeurs, mais ils les portent beaucoup plus sur des engagements ponctuels, précis, concrets, sans forcément toujours les rattacher à un cadre idéologique global. C'est un autre principe qui gère aussi la façon dont nous organisons nos dispositifs de participation. Alors concrètement, et un exemple strasbourgeois, sans rentrer dans le détail du fonctionnement, puisque dans les conseils, il y a de la concertation, il y a aussi des actions qui sont menées, donc on est aussi dans le faire-faire, que les jeunes fassent par eux-mêmes, fassent leurs expériences. Nous sommes attachés aussi à la reconnaissance du droit à l'expérimentation et accessoirement à l'échec, parce qu'on ne peut pas penser le droit à l'expérimentation sans penser le droit à l'échec, c'est-à-dire que même quand on met une action en œuvre, quand on mène une politique publique, eh bien parfois on a laissé des jeunes mener des actions et puis on apprend aussi d'actions qui échouent
On apprend des processus, on tire des conclusions. Et nous avons aussi souhaité, et je terminerai par là, élargir la concertation des jeunes à tous les sujets et pas simplement aux sujets qui les concernent. Classiquement, on concerte les jeunes, on parle avec eux, on échange, on travaille avec eux sur les problématiques qui les concernent directement. Loisirs, insertion sociale et professionnelle, mobilité internationale. Nous avons souhaité ouvrir l'ensemble des lieux de concertation que nous avons et l'ensemble des politiques publiques à l'expertise d'usage, je dirais 2 mots de cette notion, des jeunes. Ce qui donne par exemple des comités de pilotage qui portent sur les grands projets d'urbanisme de la ville, dans lesquels siègent à part entière, au même titre que les conseils de quartier et que les habitants, des jeunes qui ont entre 11 et 20 ans. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'ils ont une expertise d'usage, c'est-à-dire qu'au-delà des architectes, des urbanistes et des élus, eh bien, ils utilisent au quotidien ces espaces. Ils en ont une vision très précise. Et puis, ils sont les usagers d'aujourd'hui et ils sont les habitants de la ville de demain. Et donc, nous faisons le pari que ces grands projets urbains, eh bien, ils seront mieux compris, mieux appropriés et par les jeunes qui sont finalement les citoyens actifs de demain et qu'ils peuvent aujourd'hui nous apporter leurs expertises d'usage. Je vous donne un exemple concret. Nous avons refait des places dans des quartiers. Puis évidemment, vous savez, dans les places, on aime bien, surtout en Alsace, quand c'est bien rangé, quand c'est bien carré, quand tout est bien en place, quand on touche pas trop aux pelouses. Et puis on a des jeunes qui nous ont dit, mais là, on a des gens qui skatent pas loin, qui font de l'église urbaine. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas des aménagements sur ces places qui peuvent être skatés au lieu de faire la chasse au skate parce qu'on vient détériorer les bancs en bois? Et donc sur certaines places, nous sommes aujourd'hui en train de travailler à l'intégration de ce type de mobilier. Je ne suis pas convaincu que nos grands architectes et que nos grands ingénieurs y aient pensé. Et c'est l'expertise d'usage des jeunes qui disent mais nous, on skate sur ces espaces-là, on skate pas loin. Et donc si vous nous donnez des espaces ici, on pourra aussi les utiliser autrement. Voilà, je m'arrête là, pas être trop long. Merci, ouais, ça nous donne une bonne idée de ce que peut faire une ville pour la participation des jeunes. Et on va voir aussi à présent ce qui se passe au niveau de l'Europe. So, Barbara Schmidt, Sie arbeiten bei Jugend. Barbara Schmidt, vous travaillez pour l'Agence nationale Jeunesse pour l'Europe, qui est responsable de la mise en œuvre du programme Erasmus+, Jeunesse en action en Allemagne. Qu'apporte Erasmus+ pour la participation en matière de participation politique des jeunes? Oui, je suis impressionnée de vous voir ici et très enthousiasme car le programme Erasmus+, Jeunesse en action s'adresse justement à votre classe d'âge et c'est pour cette raison que j'espère que mon exposé vous aidera quelque peu avec quelques idées que vous pourrez remporter chez vous. Alors, ces dernières semaines ou mois, vous l'avez peut-être suivi, il y a eu la création d'un nouveau programme cadre pour la formation au sein de l'Union européenne. Il s'agit d'Erasmus+, qui reprend l'ancien programme Erasme, Comenius et l'apprentissage tout au long de la vie pour le mettre dans ce programme global Erasmus+, et on trouve également Jeunesse en action pour l'Europe. Il s'agit d'un programme de promotion qui concerne entre autres les jeunes, la jeunesse en action, tous les actions extrascolaires, extra-universitaires, le bénévolat, les initiatives de jeunes, les projets dirigés par des jeunes. Voilà quelle est notre mission, à savoir la mise en œuvre de ce projet, Jeunesse en action. Et dans le cadre de ce programme, il est grandement question de participation. C'est là un sujet prioritaire. Les projets qui doivent être réalisés par les jeunes, par ceux qui se consacrent à la question de la jeunesse, du travail de la jeunesse, de la participation active des jeunes citoyens, mais tous ces projets jouissent d'un soutien dans le cadre de ce programme. Alors, il y a quelques thèmes que je vais vous exposer. L'un de ces sujets est consacré aux initiatives transnationales organisées par les jeunes, alors de manière spontanée, sans avoir à constituer d'association. Les jeunes
peuvent réaliser leurs propres projets en sollicitant une subvention au titre de ce programme. Tout ce qui concerne la question de l'identité européenne ou le domaine de la création. Et dans ces différents domaines, vous pouvez mener vos propres projets. Et il y a un autre thème qui est plus politique, un autre volet qui est plus politique, qui définit la participation en d'autres thèmes. Il s'agit là du dialogue structuré. Dans le cadre de celui-ci, on organise des rencontres au niveau national ou européen entre les jeunes et les décideurs politiques, et ces jeunes peuvent débattre de divers sujets européens avec ces représentants politiques. Voilà, c'est deux possibilités que propose concrètement ce programme pour agir activement au sein de l'Europe. Et enfin, ce programme doit renforcer un bon nombre de compétences au sein de la catégorie des plus jeunes Européens, car ces jeunes qui ont participé à ce type de projet en ont retiré une grande expérience, beaucoup d'enseignements qui peuvent s'appliquer lorsqu'il s'agit de s'insérer dans le marché du travail, mais également des compétences personnelles et sociales qui constituent là un véritable enrichissement. Dankeschön. Merci. Anne-Julie Clary. Pardon, c'est bon, c'est terminé. Donc quant à vous, Anne-Julie Clary, vous avez fondé le cabinet Civic Planet, qui accompagne donc les décideurs dans la mise en pratique de processus participatifs, en particulier pour les publics jeunes. Alors pouvez-vous nous donner des exemples concrets de modes d'intervention, de modes innovants de consultation des jeunes que vous avez aidés à mettre en place? Je reviendrai sur le constat qui est fait que généralement les dispositifs participatifs, quand les jeunes y participent, c'est des expériences extrêmement positives. Néanmoins, on a du mal à les développer et plus globalement, on s'interroge, en tout cas c'est l'actualité du moment et c'est l'actualité au vu des élections européennes, on s'interroge aussi sur la participation démocratique des jeunes et la manière dont ils vont voter et comment ils s'engagent aussi dans l'excellence on va dire de la participation qui est la participation démocratique et le vote. Et pour vous parler d'un dispositif sur lequel on réfléchit actuellement avec l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, en France on a aussi cette volonté, et l'OFAGE en est l'illustration aussi, de travailler les organisations de jeunesse toutes en parallèle pour justement faciliter et favoriser cette participation des jeunes. La NACEJ a réfléchi à la question de savoir ce que pensent les jeunes au moment du vote et comment leur attitude est conditionnée, comment ils vont au vote. Et donc nous avons réfléchi avec eux à la mise en place d'un observatoire du vote des jeunes en France qui a pour vocation de réfléchir à cette participation et aux solutions que l'on peut donner aussi pour que cette participation puisse s'augmenter. Alors en France, on a un vrai problème d'abstention des jeunes, du public jeune. Ça rejoint ce que disait Anne Huxel tout à l'heure sur cette défiance très, très nette vis-à-vis des politiques. Mais plus globalement, il y a aussi dans l'exercice démocratique un certain nombre de choses sur lesquelles on doit s'interroger pour savoir si ça correspond aujourd'hui aussi à la manière dont les jeunes ont envie de s'exprimer. Le vote intervient à des moments lointains les uns des autres et donc on a aussi des formes démocratiques alternatives qui peuvent se développer petit à petit. Ce que je vais vous décrire rapidement, c'est cet observatoire qui a la particularité, l'originalité de suivre 1750 jeunes entre les élections municipales qui viennent d'avoir lieu en France au mois de mars et les élections européennes. Donc en continu, on va suivre ces jeunes dans leur rapport au vote. Donc on s'interroge sur leurs aspirations, sur leurs souhaits, sur leurs craintes aussi vis-à-vis de cet acte électoral. Et puis on interroge à la fois des prévotants, ce qu'on appelle les prévotants, les 15-17, et des primo-votants, ceux qui vont pour la première fois aux urnes, les 18-25 ans. Et dans les premiers éléments, évidemment l'enquête est en cours, hein, mais dans les premiers éléments qui rejoignent aussi votre appel à la jeunesse, nous avons un certain nombre de constats. D'abord par rapport au vote, à l'acte de voter, les jeunes sont extrêmement attachés à ce vote physique, le fait
fait d'aller dans un isoloir et d'aller voter, même si l'abstention existe, mais néanmoins ceux qui vont voter sont attachés et expriment une vraie fierté à cela. On a vu des jeunes se prendre en selfie dans les bureaux de vote avec finalement on s'accapare un petit peu ce bureau de vote à sa manière. Cette fierté, cette émotion est quand même extrêmement importante dans l'analyse de ce qu'est l'expression de leur vote. Et plus sur les solutions que l'on a testées, plus en lien avec votre appel à la jeunesse, la première chose que réclament les jeunes dans les solutions d'amélioration institutionnelle, politique et démocratique, c'est plus d'utilisation du référendum et de la participation active des citoyens à la prise de décision. Très majoritairement, c'est le premier élément qui revient. Le second, c'est l'organisation de débats dans les écoles, avec une différence entre l'enseignement, l'éducation politique et l'organisation de débats. Il y a une volonté vraiment de débattre dans les écoles. Et puis le troisième élément, c'est l'amélioration du vote en lui-même, c'est-à-dire la possibilité de voter en avance, jusqu'à 15 jours en avance, parce que on fait des études à un autre endroit et qu'on n'est pas forcément sur place. On n'aime pas donner son vote. Quand on est jeune, on aime bien voter soi-même. Je ne sais pas si Anne Muxel a fait ce constat-là aussi, mais le fait d'aller dans un bureau, c'est important. Donc, voter à l'avance pour pouvoir s'exprimer sur le vote au moment où on est disponible. Ça, c'est une proposition qui est largement retenue. Et puis, un des programmes aussi qui avait été soulevé dans votre appel, qui est la possibilité sur Internet d'avoir ces tests, ces voting advice applications qui sont développés en Allemagne, qui ont très bien marché au moment des élections et qui sont aujourd'hui plébiscités par les jeunes parce que ça permet d'avoir une éducation démocratique, politique active, voilà, réactive et moderne. Enfin, juste pour vous dire que les solutions telles le vote obligatoire, la reconnaissance du vote blanc, le vote à 16 ans qui peut faire débat, en tout cas, ne sont pas du tout les priorités affichées par les jeunes dans les premières phases d'enquête que nous avons menées. Donc cet observatoire aura vocation à aller au plus près de ce que ressentent les jeunes au moment du vote. Et donc, on ne connaît pas assez les jeunes. On sait qu'ils sont abstentionnistes, on craint leur abstention aux prochaines élections, mais on ne connaît pas véritablement quelle pourrait être leur motivation, donc c'est là-dessus que l'on travaille. Avant de prendre votre question, je vais juste en poser une dernière à Marc Ludwig, et ensuite vous pourrez intervenir comme vous voudrez, il n'y aura pas de problème. Marc Ludwig, Sie arbeiten im Bereich der... Vous travaillez dans le domaine de la planification urbaine à l'Institut supérieur pédagogique de Berlin et vous vous occupez de projets modèles que vous concevez pour ce qui est de la participation. Quelles sont les possibilités offertes par l'Internet et par l'informatique pour renforcer et améliorer la participation politique des jeunes? Bien. Encore une fois, je vous remercie moi aussi pour votre invitation. Je suis très heureux et je suis heureux de vous voir tous réunis ici aujourd'hui. Merci également pour vos questions. Et je suis très heureux que nous puissions pouvoir parler de cette question ensemble aussi aujourd'hui. Je travaille pour une fédération qui se trouve à Berlin pour ce qui est du développement urbain. Nous avons mis en œuvre un projet cette année et nous avons concrètement demandé aux jeunes à Berlin même qu'est-ce qu'ils voudraient comme modification. On a donné une carte et on leur a demandé de pointer là où il y aurait des améliorations qui pourraient se faire au niveau de l'aménagement urbain. Et sur cette base, nous avons proposé aux jeunes de mettre en place un projet pour que des responsables politiques qui s'occupent des jeunes ou encore des espaces verts puissent tenir compte de ces propositions. Alors, la participation des jeunes, c'est quelque chose de très intéressant. Je me suis un peu préparé pour la réunion d'aujourd'hui et j'ai quelques chiffres. Vous savez que l'engagement se fait d'abord au niveau local, dans votre environnement direct. En Allemagne, il y a une enquête sur les bénévoles tous les 5 ans. En 2009, entre les
chez les 15-30 ans, 34% faisaient du bénévolat dans le domaine sportif, principalement dans les écoles, les maternelles, la musique et on a plutôt un recul pour ce qui est de la religion, des œuvres religieuses. Et puis, pour ce qui est de l'école, je vous parlais de l'école, il faut savoir que c'est à l'école que se fait la majeure partie de l'engagement bénévole. Vous le savez, vous êtes vous-même engagé via votre formation non habituelle, la formation que vous avez en dehors de l'école. Effectivement, une sur deux des personnes qui ont répondu à cette enquête, c'est-à-dire 53%, disent que leur bénévolat leur permet d'apprendre des choses en plus que ce qu'ils apprennent à l'école. Et puis, il s'agit également de pouvoir, via ce bénévolat, recevoir un certain niveau de responsabilité de la part des adultes, responsabilité qui est déléguée aux jeunes. Et cela signifie que via ce bénévolat, on a une certaine reconnaissance des adultes qui reconnaissent qu'effectivement, les jeunes peuvent se charger de mettre à bien des projets. Moi-même, je suis engagé dans une association nationale au niveau allemand qui a pour but de rassembler, fédérer les initiatives en faveur des jeunes afin de fournir davantage de possibilités de qualification et de formation continue. Un autre argument qui est favorable à l'engagement des jeunes ressort de cette enquête. Effectivement, une personne sur deux veut, via son engagement, participer à changer les choses. Donc on voit véritablement que c'est la première étape d'une participation politique à la société, la première étape en vue de faire entendre sa voix. Dankeschön. Alors, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions à poser? On peut aussi, vous pouvez aussi poser vos questions via Twitter. Donc il faut aller sur le réseau EPGuest et ensuite entrer le nom d'utilisateur i2014 et le mot de passe c'est IDs. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des premières questions? Oui, tout là-bas. Pour vous. Allez-y. Actually, I would like to ask about. Je voudrais vous poser la question suivante. Vous parlez de la jeunesse comme si c'était quelque chose d'extérieur. Nous sommes là, nous sommes les jeunes, nous sommes en face de vous. Il faut, je pense, nous poser des questions. Nous, on est venus ici pour discuter avec vous et pas pour entendre toutes les belles choses que vous faites. Désolé, j'en ai marre d'entendre des présentations. So, can we take a debate? Est-ce qu'on pourrait peut-être ici participer? Est-ce qu'on pourrait arrêter d'entendre le podium et peut-être avoir une participation de la salle? Pardon. Justement, si vous avez des remarques ou des choses à dire entre vous, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. On a quasiment 1 heure là pour échanger tous ensemble. Oui, si vous avez. Alors, moi, j'avais une remarque. Donc, on parlait tout à l'heure de l'abstention au niveau des élections européennes. Et moi, je me focaliserai plus sur les élections européennes en disant en mettant en exergue 2 constats. D'abord, c'est que pour pouvoir s'intéresser à la politique, il faut aussi qu'on donne envie aux étudiants ou aux jeunes, plus généralement, de s'intéresser à la politique. Et je ne sais pas si vous avez vu donc la dernière campagne qui a été menée par le Parlement européen sur les élections législatives. Personnellement, je n'ai rien compris. Avoir des slogans réagir, agir ou des choses comme ça,
On a fait, j'ai personnellement donc pris l'initiative dans mon université de distribuer on a réussi à avoir un certain nombre de documents qu'on a distribués. Les retours étaient sans équivoque. La plupart me disaient on ne comprend rien. On comprend pas qu'est-ce que c'est. C'est écrit en tout petit, voté le 25 mai. Enfin, c'est pas, on donne pas du tout. Enfin, personnellement, je trouve qu'on donne pas envie aux jeunes parfois de s'intéresser à ce sujet-là. Ensuite, peut-être aussi que c'est la forme même du Parlement européen. Bon, après, c'est un autre débat. Mais sachant que souvent, quand on parle des députés européens, on les présente comme députés, le député UDI, le député MoDem, ces choses-là. On ne parle pas vraiment au niveau européen. Et ça, les gens ont pas. Enfin, moi, je sais que quand je suis étudiant à la fac de droit, et la plupart du temps, quand je parle avec les étudiants, il n'y a pas de, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Alors, est-ce qu'on a aussi un manque d'information de la part au niveau que ce soit local et européen, ou est-ce que c'est un manque d'intérêt? Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment un problème de fond, et je pense que forcément, c'est normal qu'on ait peur de cette abstention pour les prochaines élections. D'accord. Donc une mauvaise communication, manque d'informations claires aussi de la part des institutions européennes. Je ne sais pas s'il y a des intervenants ou même aussi donc des participants qui veulent réagir à cela. Oui, Micro, s'il vous plaît. Donc justement, pour rebondir sur ce que disait mon collègue, j'ai interrogé quelques collégiens qui disaient justement qu'ils étaient très peu informés sur tout ce qui se passait au niveau européen et surtout au niveau des élections. Donc il faudrait peut-être mettre en place des équipes qui iraient informer les jeunes dans les collèges et dans les lycées. Ensuite, donc s'ils n'ont aucune idée du fonctionnement de la machine européenne, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à envisager, mais qui est présent partout, tout au long de notre vie. Et donc il faudrait les informer surtout sur les élections, mais surtout sur le rôle et le fonctionnement de l'Union européenne. Oui. My name is Lucia. Je suis Lucia. J'espère que vous m'entendez. Je suis slovaque, mais je travaille à un projet européen qui s'appelle Europe on Track. Alors, c'est un projet qui a regroupé 3 personnes qui se sont rendues un peu partout en Europe, partout pour demander à tout le monde qui avait l'intention ou pas de voter pour ces élections. Nous avons fait une petite enquête à Saint-Étienne, en France. Nous avons posé cette question aux jeunes. Sur 25, 2 nous ont dit qu'elles allaient voter. Une personne parce qu'elle se dit intéressée par les questions européennes et l'autre parce que c'est un droit. Mais ils ne savaient rien dire d'autre de plus précis au sujet des élections. Est-ce que vous avez des canaux de communication avec les jeunes? Telle est ma question. Parce que, de mon expérience dans le dialogue avec les jeunes, ce n'est pas le cas. Et le principal problème qui existe, c'est que, effectivement, les politiques ne sont pas intéressés à la communication avec les jeunes. Il n'y a pas véritablement de canal. Nous voulons des informations sur tout ce qui peut être fait, sur la manière dont on peut modifier la politique, mais la communication ne touche pas la jeune génération, donc que faire? Marc Ludwig, vielleicht könnt ihr etwas darüber. Marc Ludwig, peut-être? Alors moi, ce que je dirais, personnellement, c'est qu'il y a des associations, des institutions, des fédérations qui devraient assumer cette mission d'intermédiaire entre la politique et le groupe cible, c'est-à-dire les jeunes. Mettre en place des projets. Nous avons, par exemple, eu un projet en Allemagne qui se dirigeait vers les jeunes de moins de 18 ans pour les parler de la participation aux élections au Bundestag. Et puis nous avons un projet avec la France, la Pologne et l'Espagne dans un projet semblable au niveau européen. Il y a des échanges qui peuvent se faire via ce projet pour
l'organisation d'un encadrement autour des bureaux de vote dans lesquels certains se rendront pour la première fois. Et je pense que c'est les missions d'institutions, d'associations qui s'occupent de ce genre de projet de jouer le rôle d'intermédiaire pour que finalement les jeunes voient à hauteur d'yeux, peer-to-peer, la politique pour leur faire comprendre dans leur langage pour que les gens puissent saisir, les jeunes puissent saisir la politique. Juste une réaction et un exemple. Moi, je crois beaucoup à la communication par les pairs, et par les pairs PAIRS. Je ne crois pas qu'aujourd'hui les grandes institutions soient les plus à même de savoir exactement comment communiquer ou comment s'adresser aux jeunes quand on veut les mobiliser. Je vous donne un exemple concret. À Strasbourg, en fin de l'année 2011, on s'est demandé comment mobiliser les jeunes pour qu'ils aillent voter sur 2 élections où ils votent quand même pas mal, qui sont l'élection présidentielle et l'élection législative. Il y a eu un brainstorming géant avec une 50aine de jeunes, des boîtes de communication, ça n'a rien donné. Et en sortant, je disais aux jeunes, bon, comment on fait ? Et ils m'ont proposé un truc, ils m'ont dit donnez-nous le budget que vous aviez prévu et laissez-nous faire. Alors on a dit banco. Et ça a donné quoi? Ça a donné un clip qui s'appelle Au lieu de geeker va voter, que vous pouvez trouver sur Dailymotion, YouTube, qui est un slam, qui a été écrit par 50 jeunes de la ville de Strasbourg et que nous avons diffusé dans les cinémas, dans les concerts, dans tous les endroits où il y avait des jeunes à cette période. N'importe quel élu qui essaie de prendre la parole dans un concert ou une avant-première de cinéma pour dire aux jeunes faut aller voter, c'est 25 secondes d'espérance de vie. Voilà, à peu près. Ce clip-là, il a été diffusé pendant des semaines et des semaines dans tous les lieux et moi je crois beaucoup à ce type de choses. D'accord. Merci. Und jetzt Barbara Schmidt. Ja, ich würde da auch gerne darauf antworten. Barbara Schmidt. Je vais moi aussi répondre à cette question si vous le voulez bien. Ce que l'on voit beaucoup dans ce programme européen, je pense que c'est quelque chose que vous confirmerez tous et toutes, c'est que lorsque vous participez à un projet européen, vous changez totalement de perspective. Et nous l'avons vu dans notre étude. Les jeunes qui participent à ce genre de projet européen, par exemple Jeunes en Action, et cela vaut également pour d'autres, on voit que ces jeunes-là ont beaucoup plus le sentiment d'être des citoyens européens et s'intéressent beaucoup plus à la politique européenne et à la participation à la société européenne. Vous êtes tous là, donc je pense que vous avez déjà eu ce moment de révélation dans votre vue dans le cadre de projets européens auxquels vous avez participé ou dans le cadre de vos expériences diverses. Donc je voudrais tout à fait répéter ce qu'a dit Ludwig. Nous avons eu, nous, des expériences excellentes avec ces projets pair à pair, peer-to-peer, quand des jeunes parlent aux jeunes, montrent quelles sont les possibilités de l'Europe, ce que fait l'Europe. Je pense que ça a beaucoup plus d'influence que si ce sont des politiques qui essaient de le faire directement ou qui engagent des agences pour le faire. Donc si vous pouvez agir comme multiplicateur, comme intermédiaire, je vous encourage véritablement à le faire. Je pense que ce sera utile parce que les jeunes peuvent avoir une énorme influence sur les autres jeunes en Europe. Oui. Gut. Ja, ich würde doch mal gerne auf diesen Alors, pour revenir sur ces aspects de mobilité, parce que c'est une des principales questions qui nous est posée, Madame Schmidt a parlé d'Erasmus+. En Allemagne, avec Bologne, on a introduit le système des bachelors, des masters. Et je me demande, la politique, la société, les entreprises veulent-elles véritablement cette mobilité européenne? Parce que moi, je fais des expériences en France. Il y a beaucoup d'étudiants français qui, à 21 ans, ont déjà leur bachelor, et je ne sais pas si véritablement on nous laisse encore le choix de prendre le temps d'un ou 2 ans, ou est-ce que l'on veut absolument tout régler.
Est-ce qu'on a des inconvénients en termes de professionnels ou en termes de stage? Ja, genau. Also die Frage nach Bologna und der formalen Bildung ist für mich... Oui, pour ce qui est de Bologne et de l'enseignement formel, c'est difficile pour moi de répondre parce que moi, je m'occupe de formation informelle et je ne participe pas à la partie école et université du programme. Mais le programme dans son ensemble, Erasmus+, a reçu un budget considérablement plus élevé que le programme précédent au niveau européen, mais également au niveau des États membres. Il y a donc cette volonté de toucher un maximum de jeunes via ce programme pour qu'un maximum de jeunes tirent parti de ces possibilités de mobilité. Effectivement, cette pression que vous semblez avoir à terminer aussi rapidement que possible vos études, je la comprends. Je peux vous la comprendre et je l'ai vécu moi-même. Je sais qu'il est difficile de pouvoir faire la part entre les deux. On veut travailler, bien sûr, mais on a l'impression d'être mis sous pression pour entamer un emploi le plus rapidement possible. Et je pense que toutefois, un programme de mobilité vaut la peine, qu'il faut prendre le temps de participer à un programme de mobilité. Et moi, lorsque je me suis présenté en emploi dans une agence nationale il y a quelques années, je pense que le fait que j'avais eu un engagement bénévole dans le cadre d'une fondation de jeunes politiques, que j'ai fait du travail culturel, etc., m'a aidé à obtenir cet emploi et que c'était même plus important que les études que j'ai faites. Donc peu importe que j'ai étudié 1 ou 2 ans en plus, l'important c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu une bourse Erasmus, que je suis parti et puis que j'ai eu un engagement bénévole. Donc véritablement, j'aimerais vous encourager à saisir cette chance qui vous est offerte par l'Europe. Je pense que vous avez déjà beaucoup d'amis un peu partout en Europe, des contacts, et que vous en avez déjà profité. Donc, je pense que vous comprendrez ce que je vous dis. Merci. Et alors, on a une intervention sur Twitter, une question qui a été posée. Est-ce que les partis politiques sont compatibles avec les dispositifs peer-to-peer de participation de pair à pair? Je ne sais pas si vous voulez répondre sur ça, Anne Muxel, éventuellement. De pair à pair, c'est-à-dire entre jeunes, en fait. Bon, j'ai un petit peu de mal à répondre à cette question, mais je trouve qu'en tout cas, il y a du côté des partis politiques, c'est pour entamer en tout cas une première partie de la réponse, il y a pour les partis politiques sûrement beaucoup d'efforts à faire pour rentrer justement en échange, en contact, en discussion avec les jeunes. Il y a une très grande méfiance des jeunes à l'égard des partis politiques et aussi beaucoup de coupures générationnelles. En tout cas, je connais moins la situation pour l'Allemagne de ce point de vue-là, de la question des âges, mais en tout cas en France, on a un problème énorme de renouvellement de la classe politique et d'âge des principaux responsables et élus politiques qui représentent donc la société. Donc il y a là, de la part des partis politiques, un effort très, très important à faire dès lors qu'ils veulent se retrouver dans un lien de plus grande confiance avec les jeunes générations. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est seulement, en tout cas en France, c'est plus en Allemagne, mais pas non plus des proportions considérables, mais en France, c'est entre 1 et 2% de jeunes qui font partie d'un parti politique. C'est seulement 4% des jeunes actifs qui font partie d'un syndicat. Je crois qu'il faut avoir présent à l'esprit ces chiffres pour se rendre compte du fossé finalement qu'il y a, du très grand fossé qu'il y a entre d'une part les organisations politiques et de la politique représentative et d'autre part les jeunes et la population. Et puis j'en profite puisque j'ai le micro, mais je vais tout de suite vous le rendre. Je crois qu'il est très important aussi dans cette conversation que nous avons ensemble
de bien penser que ce ne sont pas les jeunes forcément, que tous ces phénomènes dont nous parlons ici, la défiance, l'abstention, le problème par rapport à l'Europe, l'abstention aux élections européennes. Je rappelle que l'abstention aux élections européennes, certes, les jeunes votent très peu aux élections européennes, mais les adultes, les classes d'âge plus âgées votent aussi très peu aux élections européennes. Donc, il faut faire très attention aussi de ne pas enfermer les jeunes que vous êtes dans une image de rapport à la politique, à la participation politique, aux institutions, qui soit complètement déconnectée de ce qui se passe dans le reste de la société et de la population. Donc je crois que c'est important. Très bien, merci. Oui, d'ailleurs, moi, ce que je remarque souvent sur les dispositifs participatifs qui existent, c'est qu'ils en restent souvent au niveau de la consultation simple, on va dire, des jeunes ou des citoyens en général. Et justement, un moyen d'attirer les citoyens, ce serait de leur donner davantage de pouvoir via les budgets participatifs dont on parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être imaginées, je pense, à ce niveau-là. Je sais pas, peut-être d'autres questions encore, peut-être de ce côté-là. C'est bon. Je peux appuyer sur le micro. Ah, ça marche. Alors ma question c'est à quelle jeunesse on s'adresse, parce que j'ai souvent du mal avec ce concept de jeunesse, parce qu'il y a la jeunesse, selon qu'on soit collégien, lycéen, on n'a déjà pas les mêmes préoccupations. Alors entre quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui cherche un emploi et ou quelqu'un qui est étudiant, à mon sens c'est pas les mêmes jeunesses. Alors la question que j'ai envie de poser c'est comment est-ce que les politiques répondent. Enfin déjà l'Europe, je comprends qu'elle ait du mal à communiquer avec la jeunesse s'il y a autant de jeunesses différentes, et comment les politiques jeunesse peuvent se coordonner, puisque si l'Europe a la compétence là-dessus, c'est peut-être à elle à coordonner justement toutes les initiatives, à la fois pour un jeune qui est au collège ou un jeune qui cherche un emploi ou celui qui a déjà un emploi, et les problématiques sont tellement différentes et leurs pairs, ceux qui pourraient les convaincre, sont aussi tellement différents que, à mon sens, déjà il faut poser la question de quelle jeunesse, sur quelle jeunesse on travaille. D'accord, merci. Je ne sais pas si les intervenants ou des participants veulent réagir à ce propos. Vous avez tout à fait raison d'avoir rappelé le fait qu'il n'y a pas une jeunesse, mais bien des jeunesses, et qu'il y a des fractures sociales qui traversent la jeunesse, et donc qui du coup suscitent aussi des rapports, des comportements, des attitudes très différents en matière de participation, bien évidemment d'anticipation de l'avenir, etc. Marc Ludwig. Du sprichst da eine ganz wichtige Frage. Ta question est très importante et je pense que elle nous concerne tous. C'est le défi qui attend les associations qui s'occupent de la jeunesse dans les différents pays allemands, comme l'Office franco-allemand. Je pense que ce sont des fédérations. Et il n'y a pas que des jeunes qui font des projets qui sont actifs dans les écoles, mais il y a également des jeunes qui s'engagent chez les pompiers volontaires, par exemple. Mais le ministère de la Famille en Allemagne les inclut toujours au processus de développement. Donc je pense qu'effectivement, tu pointes là certaines lacunes qui existent et qu'il faut que la politique soit plus ouverte par rapport aux initiatives, les projets qui sont mis en œuvre par les jeunes au niveau local. Bonjour, Kadiatou de Paris. Puis tout à l'heure, on parle de jeunesse. La jeunesse, c'est quoi en fait? C'est quoi la définition de la jeunesse? Est-ce que on devient vieux à partir de quel âge? Ça veut tout et rien dire en fait pour moi. Ensuite, puis tout à l'heure, on parle de la jeunesse, mais j'ai l'impression qu'on nous met dans une case. En gros, on est un peu à part de la société et en fait, il faut trouver comment nous amadouer, comment nous utiliser, comment faire en sorte de nous intégrer dans la société. Et je trouve ça un peu bizarre de parler ça comme ça. Après, je trouve que l'Europe est beaucoup trop loin des gens, que ce soit des jeunes ou de la population, pour que les gens puissent se rendre compte que l'Europe est utile, nous est utile. Et donc du coup, on ne sait pas ce que l'Europe peut faire pour nous. Donc du coup, l'élection, on se dit, à quoi ça sert de voter si l'Europe, on n'entend parler que en période électorale.
hors période électorale, on n'entend pas parler. Donc forcément, les gens, ils vont pas aller, être sur le terrain que quand il y a des élections. Les gens, au bout d'un moment, ils vont dire non. On n'est pas des objets. Vous n'êtes pas là pour nous, on sera pas là pour vous non plus. Donc, au bout d'un moment, faut être sur le terrain, même en dehors des périodes électorales, et surtout, faut que l'Europe se rapproche de la population européenne pour que les gens puissent s'intéresser et que l'Europe explique que oui, l'Europe c'est ça, l'Europe fait ci, l'Europe fait ça, et que c'est important, c'est aussi important que être parlementaire à l'Assemblée nationale. On est plus proche de parlementaires à l'Assemblée nationale qu'européenne, donc peut-être qu'il faut revoir la distance qu'il y a entre les pays européens et l'Europe. Très bien, merci. On va prendre plusieurs séries de questions en fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent poser des questions. Et je vous demanderais, si vous avez aussi des questions plus sur le contexte franco-allemand, parce que là on parle beaucoup d'Europe, mais on peut aussi parler des relations un peu franco-allemandes. Voilà. Nicolas. Je sais pas si ça marche. Ouais. Alors juste pour répondre à ça, justement, je crois qu'il est important de savoir qu'il ne faut pas forcément tout attendre dans un seul sens. Et que si jamais nous attendons trop des institutions européennes, qu'il faut savoir sont quand même une grosse machine, c'est des institutions en tant que telles, et que c'est à nous aussi d'avoir un intérêt et un engagement fort par rapport à ces questions-là et de vraiment s'intéresser. En France ou en Allemagne, il y a des dizaines d'associations, voire des centaines d'associations et d'institutions qui justement traitent de ces sujets-là. Il est important de prendre contact avec eux, que ce soit à travers l'OFAGE, les jeunes européens, etc. Il y a vraiment plein de manières de s'engager et de mener des actions, et c'est aussi, si dans un sens ça marche pas, de nous dans l'autre sens de les appeler et de faire quelque chose. Très bien, merci. Oui. Ça marche, oui. Je trouve intéressant, puisqu'on a quelqu'un de l'ANASEJ, de pouvoir penser à appliquer une espèce d'ANASEJ à l'échelle européenne, où des conseils français pourraient se réunir de temps en temps, créer des projets et se réunir avec les représentants politiques français à l'Europe, et de faire ça dans tous les pays européens, et chaque année ou tous les 2 ans, comme le fait l'ANASEJ, de faire un congrès européen, mais un petit peu comme là, sur une thématique, puisque l'ANASEJ a fait sur la participation justement des jeunes, sur le développement durable, et de se retrouver, ce qui permettrait à la fois aux jeunes dans différents pays de se retrouver et de parler et de créer ensemble, et ces idées-là pourraient être remontées par les représentants politiques aux institutions européennes. Donc ce serait une sorte de, même si c'est pas une action directe, ce serait une participation jeune à l'Europe, et que après les jeunes entre eux puissent intervenir. Ça pourrait tourner dans des congrès en Europe, donc chaque année ou chaque 2 ans, ça pourrait changer de pays, et les jeunes pourraient se rencontrer entre eux et rencontrer les personnalités politiques. Je pense que ça pourrait être quelque chose, si ça n'existe pas, qui pourrait être envisageable et intéressant à faire. Mathieu Kahn, vous voulez peut-être réagir ? Réagir pour dire que la proposition me semble effectivement très intéressante. Il y a des échanges de pratiques qui se font entre l'ANASEJ et d'autres structures, pas forcément ce que vous décrivez ou à l'échelle de ce qu'on peut vivre pendant 3 jours à Strasbourg cette fois-ci, mais je pense qu'effectivement ce sont des choses à encourager. Tant que j'ai le micro, je rebondis sur 3 autres choses, mais alors très rapidement. Vous parliez des jeunesses. C'est une évidence qu'il y a des jeunesses. Et moi je suis convaincu, et je suis adjoint d'un quartier populaire, en rénovation urbaine, avec des jeunes qui sont en très grande difficulté, mais ils ont les mêmes aspirations que les étudiants privilégiés que je peux croiser ailleurs, notamment des aspirations à l'autonomie. La différence vient des ressources, des capitals humains, sociaux, économiques dont ils disposent, et c'est là aussi que nous devons, nous, collectivités locales, responsables politiques, agir pour combler ces inégalités. Donc oui, il y a des jeunesses, mais je suis convaincu qu'elles ont des aspirations communes, mais des moyens différents ou des potentiels différents pour y parvenir. Deuxième chose, sur la définition de la jeunesse, Strasbourg, on a décidé qu'on l'a borné en âge, on a décidé que c'était les 11-25 ans parce qu'il faut administrativement avoir un critère. Il y a une définition qu'on aime bien, qui vient pas de nous, qui est des jeunes, on travaille avec beaucoup de jeunes qui sont réunis, et qui ont donné cette définition quand on leur a demandé ce que c'était pour eux la jeunesse, ils nous ont dit c'est l'âge des premières fois. Voilà, ça permet de se dire qu'on est jeune très longtemps, mais on trouve que ça dénote, je ne peux pas le développer là, mais que ça traduit beaucoup de choses en termes de politique publique sur ce qu'on peut faire. Dernière chose sur l'Europe, vous avez, je ne sais plus qui disait, on en parle qu'en période électorale. Moi, je vais être encore plus dur. On n'en parle que quand ça va pas. C'est-à-dire que les responsables politiques nationaux, en France particulièrement, ou locaux,
L'Europe, c'est un quotidien. À Strasbourg, on est peut-être plus sensible à cette question qu'ailleurs, mais l'Europe intervient dans énormément de choses au quotidien. Mais vous n'entendrez parler des responsables politiques nationaux ou locaux de l'Europe que quand les choses vont mal. Quand ça va mal, c'est la faute de l'Europe. Quand ça va bien, c'est parce qu'eux sont géniaux et c'est grâce à eux. Et c'est aussi effectivement en ne valorisant pas l'Europe au quotidien qu'on aboutit au désamour ou à des affections qu'on constate aujourd'hui. Très bien, merci. Barbara Schmidt, vous vouliez ajouter quelque chose? De brèves réponses à la question de savoir ce qu'est la jeunesse, quelle classe d'âge. Eh bien, on en a une lecture différente selon les pays. Alors, au niveau européen, puisque c'est un événement européen, et la jeunesse est définie pour la catégorie d'âge entre 13 et 30 ans. C'est la définition qu'en donne la Commission européenne. Alors, entre 13 et 30 ans, vous avez le droit de participer au programme dédié à la jeunesse. Autre point qui a été évoqué, les débats entre les décideurs politiques et les jeunes, des discussions, la nécessité de les faire se rencontrer autour de thèmes spécifiques. Il s'agit là d'un processus qui s'inscrit dans un dialogue structuré qui existe déjà au niveau européen. Mais vous avez tout à fait raison, toutefois, et cela a été répété à plusieurs reprises en filigrane. De telles méthodes existent déjà, mais elles ne sont pas assez connues. De tels projets ne sont pas assez propagés. On pense que 95% de la jeunesse ne connaît pas l'existence de ces dialogues structurés. Il s'agit néanmoins d'un processus qui s'inscrit dans l'Union européenne autour d'un thème. Des jeunes et des décideurs politiques se rencontrent pour en débattre et les résultats qui émergent de ces débats remontent jusqu'au niveau européen depuis le niveau local. Projet adossé à chacune des présidences tournantes de l'Union européenne, du Conseil. Alors, ce processus existe, il y a des consultations en ligne qui sont organisées et on peut y participer. Mais vous avez tout à fait raison de souligner la nécessité de divulguer tout cela, car la plupart ne connaissent pas du tout l'existence de tels débats structurés. Et effectivement, il s'agit là d'une piste permettant de se faire réunir les décideurs politiques et les jeunes pour dialoguer. Néanmoins, c'est une approche qui existe déjà au niveau européen. Très bien, merci. Je vais vous donner la parole, Marc Ludwig, mais juste après, on pourra prendre les questions des deux personnes qui sont ici. Vous pouvez y aller. Und zusätzlich pour rajouter quelques détails à ce qui vient d'être évoqué, il y a des semaines européennes de la jeunesse qui se tiennent de manière régulière. European Youth Week, est-ce que cela vous dit quelque chose? Levez la main ceux qui sont au courant. Eh bien, il s'agit là de la semaine qui se tient à Bruxelles, lors de laquelle les jeunes issus de différents pays européens sont délégués pour y participer dans le cadre de consultations. Ils participent à la rédaction de documents de réflexion sur les politiques de la jeunesse. Alors il s'agit là de jeunes qui sont organisés sous forme d'associations. Les associations fixent leurs thèmes. Et nous souhaiterions effectivement, par le biais de ces associations nationales, de faire entrer également des jeunes qui s'engagent et qui lancent leurs propres projets. J'y ai participé l'une ou l'autre fois et il y a des sessions de rédaction qui se font même pendant la nuit, qui sont présentées aux décideurs politiques et ensuite qui sont traduites sous forme d'action dans les différents pays. Très bien, merci. On va prendre les deux questions qui étaient ici. Donc, monsieur d'abord, ensuite madame. Thank you very much. Merci, Snowbart. Je suis slovaque. Donc, nous sommes
de notre pays avoir posé une question. Alors, moi, je comprends le français et l'allemand, et je voudrais également ici avoir une approche plus européenne et pas simplement franco-allemande. Donc, je n'ai pas de questions, mais j'ai apprécié ce qu'a dit Madame Schmidt. Moi, je viens de l'organisation GEF, fédéraliste européen, jeune fédéraliste européen. Nous engageons également un dialogue structurel et c'est véritablement motivant pour les ONG. À savoir comment contribuer de la part des jeunes au processus décisionnel au niveau local. Et effectivement, la coopération avec les décideurs politiques devrait être renforcée à l'avenir car c'est un très bon canal. Okay, thank you. Merci. It's not only... Ce ne sont pas simplement les jeunes, mais également les adultes, les plus âgés au niveau européen. Quand il s'agit de citoyenneté, nous devons faciliter toute cette structure électorale, toute cette structure. Il y a différents échelons, différents partis au sein d'un groupe. Alors, on s'y retrouve pas dans les listes électorales. Et ceux qui sont à la tribune, eh bien, arrêtez de répéter sans cesse la même chose, puisque tout d'abord vous avez dit une chose, répétée par votre collègue, et ensuite, et ainsi de suite. Donc, pas la peine de nous seriner avec des paroles qui se ressemblent en tout point. Vous rapprocher, changer un peu la disposition de la salle qui est très... comment dire, qui ne favorise pas énormément la participation, mais bon, si vous voulez, vous pouvez venir ici. Moi, je trouve que ce serait une bonne idée. Oui, il y a une question là-bas. Oh, oui. Je sais pas, ça marche maintenant ou oui. C'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Je pense, oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a un problème de communication entre les institutions politiques et les partis politiques. Mais je pense qu'il y a un autre aspect qui est également important, c'est le système politique de l'Union européenne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien informés, mais qui votent quand même pas, parce que je pense que les compétences du Parlement européen ne sont pas assez grandes. Ils pensent que bien qu'ils puissent voter, que ça ne sert pas à grand-chose, parce que dans la législation, le Parlement européen doit encore partager ses puissances ou ses pouvoirs, ses compétences avec le Conseil européen, qui n'a pas la même légitimation démocratique que le Parlement. Et je pense que c'est un aspect qui est aussi important que l'aspect de la communication, de donner aux gens l'impression que leur voix, leur vote, c'est important aussi. Peut-être encore une autre question ou une remarque, Julia? Ich fand es sehr interessant, was Sie gesagt haben. Ce que vous avez dit est très intéressant en ce qui concerne l'engagement des jeunes, leur participation à un niveau peer-to-peer, ce que M. Ludwig a dit. Cet engagement, eh bien, nous le faisons en tant qu'ambassadeurs des jeunes. Nous allons dans les écoles, nous parlons de la mobilité, des programmes extrascolaires, ce que cela apporte, les avantages que cela représente. Mais pour cela, il faut aller dans les écoles, faire des visites. Alors moi, je suis à Paris, il y a plusieurs groupes de jeunes ambassadeurs et nous avons pensé à différents projets à la veille des élections européennes et nous avons écrit à bon nombre d'écoles. Avec, pour le dire de manière diplomatique, un très maigre succès. Nous voulons justement parler sur un pied d'égalité avec les jeunes, mais les professeurs semblent bloqués, semblent
rechigner à se prêter à cet exercice. Alors que pouvons-nous faire si ces offres que nous proposons, si ce temps libre que nous offrons n'est pas du tout pris en considération, et s'oppose à un refus, à une fin de non-recevoir. Alors comment atteindre les élèves? Eh bien, nous pourrons en discuter personnellement. Peut-être que vous auriez dû vous adresser au rectorat, aux administrations scolaires, car je pense que tout d'abord, il faut toucher le niveau administratif, le niveau politique, pour ensuite réussir à convaincre les professeurs, en fait, ceux qui travaillent dans les écoles. Rajouter que effectivement c'est quand même un problème franco-français qui est la difficulté aujourd'hui d'entrer dans les écoles pour parler de politique au sens noble, au sens large du terme. Ces débats politiques n'existent pas dans les écoles en France et je pense que l'Allemagne là-dessus, de ce que je connais, mais peut-être il y a des témoignages, est certainement plus en avance. Nous, ce n'est pas du tout une pratique qui est régulière et je pense que c'est un des points sur lesquels on devrait avancer parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'information sur les élections, alors, certes, on n'est pas obligé de connaître toutes les arcanes du pouvoir et la manière dont les décisions se prennent, mais néanmoins, quand on est des citoyens, et là, je parle aux jeunesses en général, puisque il y a une classe d'âge quand même. À 18 ans, on obtient le droit de vote en France, à 16 ans quelquefois en Allemagne, mais néanmoins, on doit être un citoyen éclairé et cette partie d'enseignement d'éducation politique n'a pas lieu en France, en tout cas pas au sein des écoles. Donc du coup le débat se fait en dehors avec d'autres pairs, PAIRS, et c'est vrai que on n'a pas forcément tous le même niveau d'information quand on vient d'une jeunesse scolarisée ou d'une jeunesse qui est déjà dans la vie active ou qui a sur d'autres perspectives de vie. Donc on a cette évolution à faire. Mais peut-être il y a des témoignages de chez vous, d'échanges certainement entre vous jeunes pendant ces 3 jours qui permettent d'avoir des expériences qui fonctionnent ailleurs. Moi je crois que l'expérimentation, tout à l'heure Mathieu le disait, sur des politiques locales, c'est ce qui permet aussi de faire avancer le système et ça vient de vous. La jeune fille disait tout à l'heure, vous ne nous parlez pas, nous on vous témoigne de ce que l'on sait aujourd'hui, de ce que l'on voit du fonctionnement de la jeunesse et de ce qu'il existe comme dispositif. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent, mais on doit en témoigner pour vous le faire partager. Mais après c'est dans l'échange et dans l'échange entre vous qu'on arrive à faire émerger aussi de nouvelles idées et c'est en perpétuelle évolution. Très bien, merci. Oui, juste devant. Ich habe noch eine Frage. Une question en ce qui concerne la participation. Ça a déjà été évoqué. Alors, je ne sais pas si les autres ont fait la même expérience, mais moi, j'ai l'impression que chaque fois que l'on essaye de participer, certes, on en tire un avantage, plus d'expérience, projets de jeunes qui nous bénéficient, mais cela commence au niveau communal. J'ai été dans le conseil municipal des jeunes. Ensuite, cela se poursuit au niveau national, européen. C'est très chic, c'est très sexy que de montrer quelques jeunes dans son conseil et dans ses instances délibératives. Souvent, on tient lieu d'alibi. On nous expose, mais nous n'avons pas véritablement le droit de citer. Ou bien plutôt, on peut s'exprimer, mais on oublie très vite ce que l'on a à dire dans ces instances. Et j'en ai toujours retiré une certaine frustration. J'ai parfois l'impression que l'on me prend pas au sérieux parce que je suis jeune, que l'on me soupçonne de ne pas avoir assez d'expérience. Et en fait, c'est plus ou moins frustrant, plus frustrant qu'enrichissant. Et c'est assez dissuasif lorsqu'il s'agit de s'engager. Bon, au début, cela semble intéressant, mais ça ne mène nulle part souvent en ce qui concerne l'impact que cela peut avoir sur les décisions. Alors, y a-t-il véritablement des statistiques? Est-ce que ce n'est qu'une impression personnelle ou bien celle-ci est-elle avérée?
s'il y a des personnes qui veulent répondre chez les intervenants. Et après, oui, juste un petit détail, il ne nous reste plus que 10 minutes, donc ensuite on va essayer de prendre un maximum de prises de parole. Voilà. Ich glaube, eine gute Möglichkeit. La participation par Internet est une bonne solution car ces forums s'ouvrent aux jeunes qui peuvent participer en cliquant sur la souris, d'une part. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'on peut publier des commentaires de manière transparente, puisque ceux-ci s'affichent. Et ainsi, on peut peser de son engagement dans ce processus décisionnel. Je comprends tout à fait ton sentiment et je le partage, car effectivement, la participation ne vaut que si, en face, il y a un engagement de la part des instances décisionnelles d'en tenir compte de son engagement. Et là, le moyen électronique permet de mieux peser dans ce processus, d'obliger les instances administratives à tenir compte des différentes suggestions, commentaires et desiderata. Wie läuft das bei E-Partizipation? Alors, qu'en est-il de cette participation, participation électronique Comment sont publiés les résultats? Est-ce qu'on y a accès en ligne également? Alors, réponse. Il y a différents projets. Peut-être qu'on pourrait en exposer, en présenter quelques-uns. Le projet que j'ai réalisé à Berlin est le suivant. L'administration a mené des consultations avant de procéder, de mettre en place un processus qui s'agissait pour un district d'aménager les espaces verts, et pour cet aménagement des espaces verts, on a sollicité l'avis des jeunes, tout cela en ligne, et sur la base de ce retour, eh bien, nous en avons pris compte pour mettre en œuvre les projets. Le plus en détail, le projet e-participation de l'OFAGE qui a été lancé l'an dernier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, juste à côté. Et ensuite. Oui. On m'entend là? Non. Oui, c'est bon. Non, si, si. Oui, non, je voulais revenir très brièvement sur ce qu'a dit, je crois que c'était Niklas, qui a parlé des institutions européennes, et justement je voulais souligner le fait que dans les 95 propositions de l'appel de la jeunesse franco-allemande aux responsables politiques, il y avait le souhait d'élire le président du Conseil et le président de la Commission au suffrage universel direct. Et je me demandais donc justement si ça traduisait pas un manque de légitimité aux yeux des jeunes, et même aux yeux des jeunes passionnés d'Europe, à l'évidence. Et j'affirme pas qu'elle est réelle, mais qu'il faut s'en inquiéter. Et justement, donc, au-delà du problème de l'information, est-ce que c'est pas vraiment un problème de reconnaissance et de représentation qui, une fois qu'il est présent, encourage vite l'exclusion du processus européen? Ouais, donc le déficit démocratique aussi de l'Union européenne, des institutions. D'autres interventions? Oui, là-haut. Je voulais en fait évoquer, parce que depuis tout à l'heure c'est vrai qu'on parle des jeunes qui ne veulent pas voter, enfin de l'abstentionnisme notamment, mais je voulais également donc évoquer en fait le fait qu'il y a aussi des jeunes qui ne peuvent pas voter. Je vais peut-être pas vraiment créer non plus la polémique, mais par exemple dans mon cas, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis en France, que je m'investis du mieux que je peux dans ma ville, mais je n'ai pas le droit de voter. Donc je suis là en fait, ma question est justement par rapport au fait qu'il y a des jeunes étrangers qui sont installés justement dans l'Union européenne, parce que là je globalise sur l'Union européenne, qui veulent voter, qui s'investissent et qui voudraient justement qu'on entende leur voix. Et donc c'est vrai que le sujet est assez, je pense, je dirais pas tendu, mais assez complexe. Mais comment justement, j'ai envie de dire pour ça que l'Europe serait mon avenir si j'ai le droit de voter, si je peux voter. Voilà. D'autres personnes qui veulent réagir ou apporter une autre question, une autre remarque peut-être? Oui. Seulement faire une remarque. On a parlé pour presque 2 heures de jeunes institutions. Mais à mon avis, il y a un très gros décalage entre les deux. Par exemple, un organe qui pourrait intervenir, c'est l'école.
une chose qui, par exemple, on a essayé de faire dans une petite réalité comme la mienne, la Vallée d'Ost. Les institutions se sont adressées à l'école pour expliquer aux jeunes qu'est-ce que c'est que les institutions européennes et qu'est-ce que c'est que l'Europe. Parce que, à mon avis, peu de fois, les jeunes connaissent l'Europe et savent qu'est-ce que sont les institutions européennes. Donc, à mon avis, on devait insister vraiment sur la collaboration entre institutions et écoles pour faire que les jeunes connaissent ces institutions. So I have the similar remark. J'ai une remarque qui va dans le même sens. Nous parlons des élections européennes, de la nécessité de voter. Bon. Nous connaissons toutes ces idées autour de l'Europe sont nouvelles pour nous. Alors, je ne sais pas quel est le ressenti de chacun en tant que citoyen européen. Ce matin, lors de la cérémonie d'ouverture, eh bien, le discours allait dans le sens de la fierté que l'on peut retirer de son identité européenne. Mais j'ai l'impression que les jeunes s'engagent dans les associations, mais je doute fort que l'on se sente en revanche véritablement européen, partager une identité européenne. Alors comment franchir ce fossé de perception qui existe entre les représentants politiques et les jeunes? Par exemple, moi je n'avais pas les maths à l'école, mais je devais m'y frotter et les apprendre. Et ça, je l'ai fait grâce à l'information, grâce à l'enseignement. Donc, si l'on veut forger une génération de citoyens européens, il faut leur donner de l'information. Oui, ou alors d'autres. Il y a beaucoup de mains levées. Ouais, c'est pas évident. Tout au fond, oui. Oui, bonjour. Moi, je voudrais juste faire une remarque revenir sur le lien entre jeunes et politique, par rapport à la remarque de la jeune fille au premier rang qui avait traité de ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, on demande aux jeunes de s'investir. Le jeune s'investit, est capable de tout donner, et on n'a aucun retour, à aucun moment, de la part du politique sur le jeune. C'est-à-dire que le politique va jamais s'engager ou se risquer par rapport aux jeunes, et on est toujours dans un dispositif avec les jeunes qui est contrôlé, qui est maîtrisé par l'élu ou par le politique. Et je pense que tant qu'on restera dans ce type de format-là, les jeunes ne pourront pas réellement produire ou réaliser des projets concrets où ils se sentiront investis et pleinement dedans, alors qu'on nous enferme pour l'instant toujours dans des projets qui sont bien lisses, bien contrôlés, où on est content. Comme disait la jeune fille, on se sert de nous, on dit qu'on utilise les jeunes, ils sont là, on les présente, on se sert de leur voix, mais ensuite on les étouffe quand on n'en a plus besoin. Et je pense que le jeune doit aujourd'hui, pour vraiment se faire voir, doit passer par d'autres canaux comme les associations, et quitte à sortir vraiment des voies traditionnelles, à faire des actions peut-être plus radicales pour se faire entendre, peut-être aller directement dans des écoles, quand on est majeur, aller faire des interventions, peut-être des choses éclairs qui vont surprendre et qui vont déstabiliser le politique et le système aujourd'hui, et sortir. Parce que les exemples qu'on nous présente, que ce soit par exemple à Strasbourg, moi je veux bien que les jeunes ils disent leurs mots sur l'aménagement d'un skatepark, c'est gentil, mais ça reste quand même, il faut quand même quelque chose à une toute petite échelle qui change pas, et ensuite, les jeunes disent on met un skatepark, et puis après, on parle plus des jeunes. Les jeunes, ils vont faire autre chose, etc. Donc, j'aimerais bien que l'intervenant développe peut-être cette question, et je pense que heureusement, dans des cas, c'est développé, mais ça reste quand même très très minoritaire et pas du tout représentatif à l'échelle européenne ou même nationale. Voilà, merci. Mathieu Kahn, vous vouliez réagir? Moi, je ne vais pas parler à la place des jeunes. Donc, je vous invite à demander aux jeunes qui participent à ce que nous faisons à Strasbourg s'ils estiment être des alibis. Je peux vous dire que j'ai un exemple récent. Quand on les a traités comme alibis, et en l'occurrence c'était l'association dont je suis le trésorier, ici même, ils ont écrit, ils se sont plaints et ils ont râlé. Et ils ont eu raison de le faire. Voilà, ils sont pas là pour faire joli aux commémorations du 8 mai, par exemple, comme c'était le cas avant que nous soyons élus. Ils sont pas là pour qu'on se fasse plaisir. Ils sont là pour s'exprimer. Et l'exemple que vous donnez du skatepark, il faudrait effectivement que je le développe, c'est pas un skatepark. C'est dans une place dont on avait totalement exclu les jeunes parce que ça fait du bruit, parce qu'on n'en veut pas, parce qu'il paraît que ça chasse les personnes âgées, le fait de les associer à toutes les concertations les remet au cœur du dispositif. Mais au même niveau que les autres.
Il ne s'agit pas de dire il faut absolument les jeunes. Il s'agit juste de dire qu'ils ont le même droit d'expression, le même droit que les autres, la même place à prendre dans la ville, et que quand on fait des espaces publics, on les pense pour tout le monde, et pas en excluant l'une ou l'autre des catégories. Après, je vais vous dire, je suis convaincu que les dispositifs, et je rejoins ce que vous disiez, que les dispositifs de participation où les jeunes ne sont que des alibis, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Nous, on travaille à Strasbourg, mais je pourrais développer, c'est pas l'endroit et ça serait trop long. Je pourrais vous donner des exemples. On a des jeunes qui ont démarré au Conseil des jeunes à 11, 12, 13 ans, qui continuent aujourd'hui spontanément à venir, de temps en temps, nous engueuler dans les réunions publiques, à nous dire c'est pas comme ça, qui ont aujourd'hui 25, 26, 27 ans. Je pense que s'ils avaient le sentiment d'être des alibis, ils seraient plus là. Mais après, il n'y a pas tous les jeunes de la ville, ça ne touche pas tout le monde et c'est pas suffisant. Ouais, il faut aller plus loin que la consultation, aller de la coaction quelque part. Il y a vraiment différents paliers de niveau de participation et il faut aller vers les... Voilà, ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, d'autres questions. Ouais, Nicolas ? Oui, c'était juste pour apporter, pour continuer la réflexion sur le sentiment européen. Comment on peut se sentir aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, engagés en tant qu'Européens. Et je vais parler de mon expérience, et comme beaucoup ici dans la salle, par rapport à l'expérience franco-allemande, je crois qu'en effet, l'engagement européen est d'abord construite sur des relations binationales, trinationales, et pas forcément sur un engagement purement européen sur la scène européenne. Je crois que la relation vraiment binationale est un facteur très important et que justement c'est un des facteurs qu'il faut développer au sein de l'Union européenne et prendre pour exemple la relation franco-allemande qui est pour l'instant l'une des relations les plus complètes et les plus véridiques possibles au sein de l'Union européenne. Merci. Peut-être une dernière remarque ou une question si tu peux. Oui. Moi, je voulais revenir sur l'effort que doivent faire les partis politiques, justement, à propos, justement, de ces élections européennes, à propos de l'information qui doit être faite sur les élections européennes. Parce que, justement, bon, je parle en tant que Français, donc j'ai juste l'exemple français, c'est que les partis politiques vont juste faire leur campagne en leur nom et non au nom des partis politiques européens. Donc, résultat, ça bloque encore plus les gens, justement, dans la connaissance du Parlement européen. On va juste se dire, bon, par exemple, il y a le PS, le MP, alors qu'on va pas savoir que il y a tous ces groupements européens qui vont pas avoir une influence. Après, aussi, justement, sur l'information sur l'information sur les élections européennes, justement, après, par moi, en France, j'avais été choqué par le fait que le débat entre les différents candidats à la Commission européenne n'avait pas été retransmis par les chaînes publiques françaises. Justement, je trouve ça complètement anormal que le gouvernement français ne s'implique pas justement dans justement l'information pour l'élection européenne. Et je pense que ça devrait être fait justement par chaque gouvernement. Après, en Allemagne, donc je vois avec le ministre pour l'éducation politique, pourquoi ça ne devrait pas être fait justement limite au niveau européen pour permettre à tout le monde, pas juste la jeunesse, justement à tout le monde, de pouvoir être éduqué autant au niveau des élections nationales, mais aussi des élections européennes. Très bien, merci. Oui, encore une dernière question, et ensuite. C'est juste une petite remarque. En fait, on parlait tout à l'heure juste de comment est-ce que, par exemple, vous pouvez concilier l'éducation, on va dire, politique à l'école. Et moi, je sais que, par exemple, dans mon association Jeunes Européens, on a l'occasion de faire donc notre programme Europe à l'école. On va dans les collèges, on va dans les lycées, dans les écoles primaires, on explique que c'est l'Union européenne. Et j'ai fait la même chose quand j'étais en Allemagne avec le DAAD. Et on faisait la même chose, c'était Europamarktschule. Et bon, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, mais je sais en tout cas qu'il y a certaines associations qui sont très investies, et je crois qu'il y en a d'autres aussi qui le font. Donc voilà, c'était une petite remarque. Très bien. Merci à toutes et à tous. Je pense qu'on va s'arrêter là. S'il y a d'autres questions après, vous pouvez les poser directement à nos intervenants après cela. Donc merci à tous. Je voulais juste vous rappeler en conclusion que la participation politique, ça intéresse fortement évidemment l'Office franco-allemand pour la jeunesse, mais pas seulement. L'OFAGE encourage aussi la participation des jeunes dans d'autres domaines et elle apporte son soutien
à des projets d'échange interculturel, de mobilité, etc. Voilà. Merci à tous et à toutes.